Le 12 janvier 2002, à Tertry, en Picardie, le corps à moitié dénudé d'une jeune femme est retrouvé dans une décharge agricole. Ils vont la violer, ils vont la massacrer, ils vont enflammer son corps après. La victime s'appelle Elodie, elle habite Péronne dans la Somme. Quand Jackie Kulik apprend la mort de sa fille, la vie s'arrête. Quand ça vous arrive, vous savez, le monde s'écroule. Hein. Les gendarmes retrouvent la voiture de la jeune femme, accidentée dans un champ, à seulement quelques kilomètres de chez elle. Comment ça a pu se produire sur une ligne droite? Tout indique qu'Elodie aurait fait une mauvaise rencontre sur la route, de nuit, au volant de sa 106 grise. Ce qui est sûr, c'est qu'Elodie, elle est traquée à ce moment-là. Elle voit arriver sa mort, hein. Elle les voit arriver, elle sait qu'elle est menacée. Traquée, mais par qui? De simples inconnus ou des gens qui lui en voulaient? Elodie connaissait-elle ses meurtriers? Je suis persuadé qu'elle a reconnu un de ses agresseurs. Ce qui est sûr, c'est qu'Elodie Kulik ne passe pas inaperçue dans la région. À 24 ans seulement, elle est directrice d'agence bancaire à Péronne. C'est aussi une très belle jeune femme dont le physique attire l'attention. Dans cette affaire, les enquêteurs disposent d'indices rares et précieux. Ils ont notamment l'ADN du violeur. On a l'ADN de l'auteur. Les gendarmes ont également entre leurs mains un document exceptionnel. L'enregistrement du dernier appel téléphonique qu'Elodie, paniquée, passe aux pompiers pour appeler au secours. C'est un document presque insoutenable. Un enregistrement incroyable sur lequel on devine les voix des assassins d'Elodie. Il y a un chef, il y a un meneur, il y a quelqu'un qui est froid. De mystère en révélation, retour sur une enquête riche en rebondissements qui, 11 ans après les faits, est sur le point d'aboutir. En octobre 2011, nous avions consacré un numéro de Non élucidé à l'affaire Elodie Kulik, une affaire qui nous avait alors profondément marqué. Depuis la diffusion de cette émission, l'enquête sur le meurtre de cette jeune femme de 24 ans a connu des évolutions majeures. C'est pourquoi nous avons souhaité revenir ce soir sur cette instruction hors norme. Pendant plus de 10 ans, le viol et le meurtre sauvage d'Elodie sont restés non élucidés. Pendant plus de 10 ans, les investigations nombreuses et incessantes n'ont pas permis d'identifier les auteurs de ce crime barbare. Grâce au travail acharné des gendarmes de la section de recherche d'Amiens, l'identité du violeur d'Elodie Kulik est aujourd'hui connue. Et un autre homme, suspecté d'avoir participé au crime, vient d'être mis en examen. Ce soir, nous vous proposons de revisiter toutes les étapes de cette enquête tentaculaire avant d'en découvrir ses derniers rebondissements. Des rebondissements spectaculaires qui nourrissent légitimement l'espoir de voir cette affaire enfin élucidée. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002, une voiture accidentée est retrouvée en rase campagne, à quelques kilomètres de Péronne, une petite ville de Picardie. Personne à bord. Rapidement, les gendarmes sont sur place. Grâce à la plaque d'immatriculation, ils déterminent que le véhicule est celui d'une jeune femme, Elodie Kulik. Le capitaine Thierry Fouache et ses hommes ont pour mission de la retrouver. Vérification faite auprès de son domicile, personne ne répond. Sur son portable, personne ne répond. Donc là, on se trouve devant une situation où on a un accident, une personne disparue et des gens qui sont inquiets. Parce que bon, c'est pas un comportement habituel. L'angoisse gagne l'entourage de la jeune femme. Que lui est-il arrivé? Et surtout, où est-elle? Au début, Jackie, le père d'Elodie, s'en tient à la thèse du simple accident de la route. On retrouve dans le véhicule d'Elodie, on retrouve son sac, on retrouve ses clés. On se dit, vraisemblablement, c'est vrai, il peut s'agir d'un accident. On pense pas au crime, hein, sur le coup. On n'a pas pensé à cette chose-là, bien évidemment. Mais plus le temps passe, plus l'inquiétude vire à la peur chez les proches de la jeune femme. Gaël Boussière, le dernier compagnon d'Elodie, se souvient de ces heures d'attente interminables. C'était la panique dans la famille, hein. Toute sa famille était là, son frère, sa mère, son père, enfin tout le monde était là et tout le monde cherchait à avoir des réponses. Donc il y avait des coups de fil réguliers entre les gendarmes de Péronne et la famille. Chez les gendarmes, au fil des heures et au gré des premières recherches qui s'avèrent vaines, l'optimisme n'est plus du tout de mise. Rapidement, on bascule sur une disparition inquiétante, voire peut-être plus, peut-être un enlèvement. C'est déjà une hypothèse qui nous trotte dans la tête. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Le samedi 12 janvier 2002, la photo d'Elodie est à la une du Courrier Picard, le journal régional. Un avis de recherche est lancé. Vers 10h45, Éric Retourné, un agriculteur, vient comme tous les samedis déposer son fumier à la Tombelle, une décharge agricole connue des paysans du coin.
Ils viennent ici brûler leurs déchets, à l'écart de la petite commune de Tertry. Je viens avec ma voiture, ma petite remorque derrière, et à peu près une trentaine de mètres, dans l'horaire, je distingue une silhouette. C'est en fait un corps qu'Éric Retourné vient d'apercevoir, mais il lui faut quelques instants pour s'en persuader. J'arrive à l'auteur du corps, à 200 mètres. Je descends de ma voiture, je constate que c'était le corps d'Élodie, ici, allongé, ici. Voilà. Son corps dénudé, allongé. Il y avait un côté un peu noirci, qu'on a voulu mettre le feu, je ne sais pas. Et ça n'était pas complètement brûlé. Alors c'est comme ça que je l'ai reconnu. Éric Retourné vient de découvrir le corps d'Élodie. La jeune femme repose sur le dos. Ses jambes sont repliées en direction du torse. Le corps est partiellement brûlé. La scène est insoutenable. L'agriculteur, choqué, remonte dans son véhicule et part prévenir le maire de Tertry, André Tirard, à qui appartient le terrain sur lequel le corps a été trouvé. J'ai alerté immédiatement la gendarmerie et je me suis rendu sur place avec ma voiture en mettant un gyrophare parce qu'il y avait un peu sur le toit de la voiture parce qu'il y avait un peu de brouillard, un petit gel blanc, de façon à orienter tout de suite la cellule de gendarmerie sur les lieux. Le cortège de voitures se rend à la décharge où a été découvert le corps. Le capitaine Thierry Fouache, qui connaît pourtant bien la région, a bien du mal à accéder au site. À l'époque des faits, lorsque moi je vais pour la première fois sur les lieux, je rate l'entrée. Parce qu'effectivement, je suis sur l'axe pour rejoindre la commune de Tertry. Et bon, on me dit c'est sur l'axe, donc je roule. Et à un moment, je passe. Je dis merde, il y a l'air d'avoir un petit chemin de terre là sur le côté. Mais donc je fais marche arrière et je reviens. Et je m'engage. Je m'engage prudemment, puisqu'en réalité, c'est vraiment chaotique, c'est boueux. Et je me dis, bon, je vais aller jusqu'au bout, on verra bien. Mais je suis même pas certain que c'est le bon lieu, quoi. La première réaction en tant que moi, enquêteur, je me dis, faut connaître, quoi. Les gendarmes identifient sans difficulté le corps d'Élodie, son visage n'étant qu'en partie brûlé. Il leur faut maintenant prévenir la famille, avec laquelle ils sont en contact permanent depuis plus de 24 heures. Jackie a mis sur haut-parleur en fait le téléphone et les gendarmes lui ont demandé de venir le plus rapidement possible. Et donc Jackie a demandé tout de suite pourquoi vous me demandez ça. Et le gendarme au bout du fil a répondu parce qu'on a retrouvé le corps de votre fille. Quand j'ai dit à ma femme, bon bah écoute, on a retrouvé le corps d'Élodie. On pense que c'est le corps d'Élodie. Bon, vous savez bien qu'elle a éclaté, ça a été... quand ça vous arrive, vous savez, le monde s'écroule, hein. Malgré les mises en garde des psychologues, Jackie et son épouse Rosemary décident d'aller voir le corps de leur fille à la morgue. On est allé voir Élodie. On est allé la voir, on voulait la voir, même, je vous dis, même à moitié carbonisée. C'était notre fille, hein. Elle était toujours belle. Ouais. Et ça, c'est une image qu'on ne peut pas oublier, vous savez. Jean-Marc, nous sommes sur la scène de crime, un ancien tarmac de la Première Guerre mondiale transformé en décharge, à l'endroit précis où le corps martyrisé d'Élodie Kulik a été trouvé. Quelles sont vos premières impressions sur ce meurtre ? D'abord, j'imagine le choc de l'agriculteur qui a découvert cette scène. Un cadavre de femme à moitié nu et surtout en partie carbonisé. J'ai passé plus de 30 ans à la PJ, à la police judiciaire. La vision de corps brûlé est toujours marquante. De plus, la position de la victime est terrifiante. Comme on peut le remarquer, nous sommes dans un endroit plutôt isolé. Que peut-on en déduire pour l'enquête ? Isolé, c'est certain. Mais nous sommes surtout dans un lieu difficile d'accès. Ce chemin n'est pas facilement visible de la route. On n'y arrive pas par hasard et ça suppose une bonne connaissance de la région. C'est sûr, le meurtrier connaissait ce coin. On peut constater aussi que s'il y a bien une usine qui n'est pas très loin d'ici, il n'y a pas de maison aux alentours. Nous sommes effectivement éloignés de toute habitation. L'assassin n'a pas pu venir à pied, il était en voiture ou en camionnette, c'est évident. Cet isolement écarte toute chance de trouver un témoin visuel du crime. Et en plus, il faisait nuit. Jean-Marc, si le meurtrier était en voiture, il a pu laisser des traces de pneus sur ce chemin de terre.
En temps normal, oui. Mais selon Météo France, cette nuit du 11 janvier était froide et les températures négatives. Donc le sol était trop dur pour que les roues s'enfoncent dans la terre et que les enquêteurs puissent retrouver et relever des traces de pneus. Malheureusement, il n'y a rien à attendre de ce côté-là, le chemin était trop gelé. Reste à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pour tenter de le savoir, nous allons revenir dans le détail sur la dernière journée de la vie d'Élodie, ce jeudi 10 janvier 2002, une journée a priori comme les autres. Ce jour-là, comme tous les matins, Élodie quitte son domicile de la rue des Bouchers à Péronne pour se rendre à son travail. Il lui suffit de 3 ou 4 minutes à pied pour rejoindre dans le centre-ville l'agence locale de la Banque de Picardie, aujourd'hui fermée. Malgré son jeune âge, Élodie Kulik en est depuis 6 mois la directrice. Georges Charrière est journaliste au Courrier Picard. Il a suivi toute l'enquête sur le meurtre d'Élodie. Il se souvient que ce jour-là, comme à son habitude, la jeune femme est élégante. Élodie, qui est une très belle femme, est habillée avec un grand manteau, une mini-jupe, des collants noirs, des bottes. On sait qu'elle est très belle. Vers midi, Élodie déjeune ici à la Picardière avec 2 de ses collègues. Selon la patronne de l'établissement, des hommes font en aparté des remarques déplacées en voyant la jeune femme. Retour à la banque. L'après-midi se déroule normalement. La clientèle défile comme à son habitude. Élodie enchaîne ses rendez-vous, sans problème particulier, sans le moindre incident. À 17h45, sa journée de travail terminée, Élodie quitte l'agence et prend sa voiture, car ce soir-là, elle est attendue. Comme nous l'explique maître Didier Robiquet, l'avocat des parents d'Élodie. Elle a un rendez-vous le soir avec un ami, elle part tranquillement pour dîner avec lui dans un restaurant à Saint-Quentin qui est à une trentaine de kilomètres de Péronne. C'est une journée classique qui doit se terminer par un repas entre amis. Élodie a rendez-vous avec Hervé Croisil, un ancien collègue de travail avec qui elle avait tout récemment renoué des liens. Hervé est la dernière personne à avoir vu Élodie vivante. Élodie a repris contact avec moi. Donc on s'était vu une fois, une soirée. On avait bu un verre ensemble à Saint-Quentin. Et puis elle m'a recontacté peut-être une semaine après. Le rendez-vous est pris dans ce café de Saint-Quentin, anciennement le Latino. Élodie est en avance, elle commande un soda. Et une fois de plus, on la remarque. On se souvient par exemple que quand elle va aller boire un pot dans cette espèce de bar à tapas qu'il y a à Saint-Quentin, les garçons de l'époque vont se battre pour aller la servir. Parce qu'elle est quand même très jolie. Donc ils vont se battre. C'est moi qui vais aller porter la commande de la dame, etc. Donc il va y avoir ça. Donc on sait qu'elle attire les regards. Mais rien de bien méchant. Entre Hervé et Élodie, tout se passe très normalement. Elle venait d'avoir un nouveau poste de directrice de banque. Donc voilà, elle a beaucoup parlé de ça, ainsi que de sa famille, de son frère, de ses parents. Donc rien d'extraordinaire, on apprenait à se connaître tout simplement. Les 2 amis quittent le bar Le Latino et se dirigent en voiture vers la place du 8 octobre pour trouver un restaurant. Ils décident de manger chinois au pavillon de Shanghai. La soirée s'est très bien passée. Un dîner tout à fait normal où on s'est raconté nos vies. Quand je me remémore tout ça, en fait, j'ai vraiment rien qui m'indique qu'on ait pu être suivi. Il n'y a rien qui m'indiquait qu'elle pouvait être inquiète ou soucieuse de quoi que ce soit. Au contraire, elle était tout à fait, comme d'habitude, enthousiaste, heureuse, souriante. Donc rien qui était noté par rapport à d'habitude. Les serveurs du restaurant, interrogés par les enquêteurs, ne remarquent rien d'anormal. Pas d'incident avec les clients présents dans la salle, ni entre les 2 amis. On a prolongé un petit peu la soirée chez moi à discuter, à écouter de la musique. Et en fait, peu avant minuit, elle est partie. Elle travaillait le lendemain. Voilà, en me proposant de venir la prochaine fois sur Péronne pour notre prochaine rencontre. Élodie quitte le domicile d'Hervé. Elle n'a alors que quelques mètres à parcourir pour rejoindre sa voiture, garée à proximité de l'immeuble. Elle a juste l'escalier à descendre et reprendre sa voiture qui est en bas des escaliers. Et voilà, elle me fait simplement un signe, me lance un grand sourire et puis me dit à bientôt. Élodie monte dans sa 106 grise et prend la route pour rentrer chez elle à Péronne. Depuis Saint-Quentin, elle a environ 30 km à parcourir. Un trajet d'une trentaine de minutes. Cette route, Élodie la connaît par cœur. Elle sort de Saint-Quentin, s'engage sur la Nationale 29,
Puis, arrivé au rond-point en face de l'usine Bonduel, à Estrémons, s'engage sur la départementale 44 pour rejoindre Péronne. Mais à hauteur de Cartigny, en pleine ligne droite, alors qu'il ne lui reste que 5 km à parcourir, la 106 d'Élodie sort de la route. La voiture atterrit dans un champ sur le bas-côté. Un automobiliste arrive sur les lieux, vers 0h50. Il voit le véhicule accidenté et s'en approche pour porter secours au conducteur. Mais il n'y a personne à l'intérieur, personne aux alentours. Elle va s'arrêter, la voiture, il y a la portière, je crois, une portière passager qui est ouverte, et elle va trouver ce sac à main d'Élodie. Elle va le remettre dans la voiture et je crois qu'elle va fermer la porte. Ce témoignage nous apprend également que le plafonnier et la radio de la 106 sont encore allumés, ainsi que le clignotant droit. Étrange. Il semble que la voiture ait été abandonnée précipitamment. Et plusieurs personnes nous appellent à quelques délais d'intervalle en disant « bah voilà, il y a un véhicule accidenté ». Le premier appel au centre opérationnel est à 0h50. On signale l'accident. Dans la nuit, d'autres témoins disent avoir vu la voiture accidentée. Mais personne n'a assisté à la sortie de route, ni vu Élodie. La jeune femme s'est comme volatilisée. Nous sommes en rase campagne, sur la commune de Cartigny, à 11 minutes du domicile d'Élodie. C'est là, dans ce champ, que se termine la soirée de la jeune femme. C'est sur le bas-côté de cette départementale 44, au lieu-dit du Bois de Biat, que tout bascule. Et c'est aussi là que commence le mystère. Les gendarmes ont retrouvé en très mauvais état la Peugeot 106 d'Élodie, à quelques mètres de la route. À cet endroit, la chaussée est droite, la vue plutôt dégagée. Rien ne vient justifier cette sortie de route. Alors pourquoi et comment Élodie Kulik a-t-elle eu cet accident ? Ce 10 janvier, quand Élodie est au volant sur la départementale 44, il fait aux alentours de 0 degré. La chaussée peut donc par endroits être verglacée. Il y a aussi, ça et là, des nappes de brouillard. La route, à l'endroit de l'accident, est en ligne droite. Comment ça a pu se produire sur une ligne droite ? Élodie, elle conduisait très bien sa voiture. Comment un accident a pu arriver sur une ligne droite, en pleine campagne ? Philippe Touzé est expert automobile. Il a accepté de se pencher pour nous sur l'accident dont Élodie Kulik a été victime. Il nous livre ses premières impressions sur cette portion de route. C'est pas un axe qui présente particulièrement une dangerosité. Quand bien même il y aurait du brouillard, quand bien même il y aurait du verglas, il suffit donc effectivement de réduire la vitesse pour conserver un temps de réaction et un temps de manœuvre nécessaire. Un autre élément doit aussi être pris en compte. Tous les proches d'Élodie sont unanimes. C'est pas quelqu'un qui prenait des risques, c'est pas quelqu'un qui roulait comme une malade, c'est quelqu'un qui plutôt quand nous on avait tendance à accélérer, nous disait bon ralentis un peu là. Une conductrice prudente, une route peu dangereuse malgré des conditions météo difficiles. Et pourtant, la 106 grise est bel et bien sortie de la route, à hauteur de la commune de Cartigny, au lieu dit du Bois de Biat. Grâce aux éléments techniques que nous avons recueillis au cours de notre enquête, Philippe Touzé reconstitue le scénario de l'accident. Le véhicule a pénétré de façon assez franche, avec un angle qui est à peu près de l'ordre de 25 degrés dans l'accotement. Donc il était déjà en phase de glissade. Il a ensuite donc basculé dans le fossé. Il a tapé la roue avant gauche. Ça a fait basculer le véhicule qui s'est retourné et ensuite a fini en glissant donc le long de la route, dans le champ, dans une position inversée, puisque c'est consécutif au retournement. À partir de ce scénario, et en analysant les points d'impact, les zones de choc, l'expert peut évaluer la vitesse du véhicule au moment de l'accident. L'étude accidentologique est toujours assez longue et complexe, mais là, effectivement, compte tenu de ces éléments-là, je ne peux pas vous détailler cette étude-là, mais la vitesse du véhicule était probablement de l'ordre de 50 km/h. Philippe Touzé nous a aussi indiqué que l'accident d'Élodie, aussi impressionnant soit-il, ne lui a vraisemblablement pas occasionné de blessures graves. On n'a d'ailleurs pas retrouvé de sang dans l'habitacle du véhicule. Nous savons désormais avec précision comment s'est déroulé l'accident, mais nombre de questions restent en suspens. Est-ce qu'une voiture lui a fait une queue de poisson? Est-ce qu'une voiture l'a collée? Est-ce qu'une voiture a freiné brusquement devant elle? Pas de traces de choc avec une voiture tiers, pas de résidus de peinture. Aucune certitude sur les causes de cet accident. Reste alors aux proches d'imaginer tous les scénarios possibles. C'est le cas de Cindy Odegon, amie d'enfance d'Élodie dont elle était inséparable. Je pense qu'on l'a prise en chasse et qu'on l'a forcée à quitter la route. Elle a paniqué, on a dû presque la pousser, la doubler et puis le coup de volant fatal. Cette route-là est pour moi très propice à un guet-apens.
À mon avis, c'est que l'accident a été provoqué. Ça a toujours été mon humble avis, c'est que ça a été provoqué. Et que Élodie a été vraisemblablement suivie et peut-être également attendue. Pour moi, il y avait peut-être 2 véhicules. Un véhicule qui l'attendait dans l'autre sens et qui l'a ébloui pour la faire aller chez ma thèse. Hein. Maintenant, il n'y a rien qui la prouve. Hein. Tout le monde s'accorde cependant sur un point. Ce qui est certain, c'est qu'on a quand même du mal à penser qu'Élodie a eu cet accident dans le champ toute seule et sans raison. On a du mal à penser, on a du mal à croire ça. Comme moi j'ai du mal à croire ça, j'ai beaucoup plus de tendance à penser que l'accident d'Élodie a été provoqué par quelqu'un. Jean-Marc, quelle est votre analyse de l'accident? Nous savons que la voiture d'Élodie n'a pas été poussée par un autre véhicule, ni heurtée. Par ailleurs, Élodie connaît bien ce trajet et elle a l'habitude de conduire la nuit. Moi, je vois 3 possibilités. Première hypothèse, Élodie est éblouie par une voiture qui arrive en sens inverse. Elle perd alors le contrôle de son véhicule. Deuxième hypothèse, elle est fatiguée, elle s'endort au volant. Mais là, il n'est pas très tard. Élodie est jeune et en pleine santé. De plus, on sait par ses proches qu'elle ne boit jamais avant de prendre sa voiture et qu'elle roule plutôt doucement. Ces 2 scénarios ne me semblent pas très crédibles. En revanche, des témoins évoquent le comportement de certains automobilistes qui jouent, drôle de jeu, à faire peur aux autres. Et ça me paraît beaucoup plus vraisemblable. Élodie aurait donc pu croiser par hasard ces rôdeurs fous, ces Mad Max de la route. Elle se serait trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Au regard des constatations, j'imagine qu'Élodie a perdu le contrôle de son véhicule à cause d'une autre voiture qui se trouvait soit devant, soit derrière, ou encore sur le côté. C'est la conduite d'un autre qui a provoqué l'affolement d'Élodie. Elle a été serrée, coincée, et elle est partie dans le décor. Est-ce qu'Élodie a pu être remarquée par un individu ciblé à un moment quelconque de la journée? Est-ce qu'elle a été repérée avant qu'elle ne prenne la route à Saint-Quentin par exemple, où elle a dîné au restaurant? Oui, bien sûr, c'est une question que je me pose aussi. Cette jeune fille a pu être remarquée au restaurant chinois ou au moment où elle sortait de chez son ami alors qu'elle regagnait seule sa voiture. Il y a peut-être des témoins qui ont vu sans le savoir un homme ou une voiture suivre Élodie sans jamais faire de lien avec la disparition de la jeune femme. Elle a pu aussi être repérée sur la route alors qu'elle était déjà au volant de sa voiture. Oui, elle aurait été choisie au flanc par hasard alors qu'elle roulait doucement sur la route. Son agresseur la remarque, il la suit, la pourchasse et entame un rodéo. Ça arrive malheureusement de croiser des types qui veulent vous faire peur en voiture. Ce soir-là, il tombe sur Élodie. Élodie qui panique. Élodie qui perd la maîtrise de son véhicule. Et c'est l'accident. Les choses auraient pu en rester là. Hélas pour Élodie, le terrible cauchemar ne fait que commencer. Cette nuit du 11 janvier 2002, à 0h20, Élodie téléphone aux pompiers. Cet appel, qui dure 26 secondes, a été enregistré. 26 secondes si terrifiantes que tous ceux qui les ont écoutées n'ont jamais pu les oublier. Ce coup de téléphone est un élément exceptionnel pour l'enquête. Avant de mourir, Élodie a réussi à composer le 18, à l'insu de ses agresseurs. Un ultime appel au secours, plein de détresse, reçu par le CODIS d'Amiens, le centre d'appel des pompiers. Élodie Kulik passe un appel donc à 0h20 au CODIS, qui dure 25 ou 26 secondes, selon mes souvenirs. Il y a l'opératrice qui est de service au centre personnel des pompiers Amiens et qui entend, qui décroche le téléphone du 18 et qui entend un cri. On entend, de manière terrifiante d'ailleurs, les hurlements d'Élodie. Ce sont des hurlements, hein. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des cris d'effroi. L'opératrice donc va voir un numéro, celui d'Élodie, s'afficher sur son clavier. Elle va essayer de rappeler ce numéro ne va plus jamais fonctionner. Élodie ne peut plus répondre. Son portable ne sera jamais retrouvé. Grâce à ces 26 secondes et à l'analyse des bornes téléphoniques activées par l'appareil, les enquêteurs savent précisément d'où a été passé l'appel au secours. Ce qu'on est sûr, c'est que l'appel a été passé du lieu de l'accident. Cette information accrédite la thèse de l'accident de la route provoqué. Élodie vient de faire un tonneau. Sa voiture a atterri dans un champ. Elle est terrifiée et a compris qu'on lui voulait du mal.
Les agresseurs sont déjà sur elle. Elle compose le 18. C'est un document unique et c'est un document presque insoutenable. J'ai pas eu l'occasion d'entendre dans les éléments techniques d'une enquête quelque chose qui se rapproche de près ou de loin de cela. Ce document unique, les gendarmes s'empressent de le faire expertiser. Ils espèrent faire parler la bande, trouver des indices qui leur permettraient de remonter jusqu'au tueur. 3 acousticiens ont analysé l'enregistrement. Parmi eux, Norbert Fulpin. Il a accepté de répondre à nos questions, sans entrer dans les détails du dossier, pour préserver le secret de l'instruction. Dès qu'il reçoit l'enregistrement, il est confronté à un problème de taille. On a une bande qui est trop sale, on a des bribes de phrases qui sont étouffées par des voix plus importantes, comme celle du pompier qui va demander, à juste titre, qu'est-ce qui se passe ? L'opératrice du centre de secours qui répète toutes les 10 secondes allô centre de secours, allô CODIS. Bon, ça couvre la voix d'Élodie. Les experts s'attellent alors au nettoyage de la bande. On va enlever tous les bruits parasites, les polluants sonores qui vont masquer l'intelligibilité de la voix ou qui vont masquer des indices sonores. En amont, on a l'analyse, c'est-à-dire qu'avant de commencer à détourer les sons qui sont polluants, qui nous embêtent, on va visualiser sous forme de spectrographie, de sonogramme, où là, on va voir se détacher tel ou tel élément sonore qu'on voudra soit bonifier, optimiser, pour de l'exploitation, soit atténuer pour pouvoir avoir la possibilité de faire ressortir d'autres sons. Ce travail d'orfèvre accompli, l'enregistrement peut commencer à fournir des éléments précieux. On espère qu'il va enfin livrer des informations qui vont faire avancer l'enquête. Si le secret de l'instruction nous interdit de diffuser cet appel, nous allons néanmoins en révéler le contenu. Ils vont donc identifier sur ce document sonore plusieurs voix. On est quasiment sûr qu'ils sont au moins 2 protagonistes, 2 agresseurs présumés dans cet enregistrement. Les experts s'accordent pour dire qu'ils distinguent 2 voix d'hommes qui sont physiquement tout près d'Élodie quand elle appelle. En se concentrant sur le ton de ces voix, on perçoit que les 2 hommes ont des comportements assez différents. On arrive à discerner le calme de cette voix de quelqu'un de mûr. Un autre élément va particulièrement intéresser les enquêteurs. Tout le monde, même à la simple audition, croit discerner un accent qui ressemble à un accent du Nord, un accent picard, un accent un peu écrasé. Ce détail important renforce l'hypothèse que les assassins sont des gens du coin. Plusieurs voix masculines qui parleraient avec l'accent picard, mais que se disent ces hommes ? Ce qu'elles disent exactement, c'est très controversé. Certains auraient entendu « il faut la finir ». D'autres auraient entendu autre chose. Ça, c'est très controversé. Les 2 hommes dialoguent. On entendrait le mot « batterie », comme si les agresseurs discutaient du meilleur moyen de neutraliser le portable d'Élodie. D'ailleurs, quelques secondes plus tard, on entend un scratch qui met fin à l'appel. Un scratch identique à celui d'un arrachage de batterie. Un expert discernerait le pronom « vous », ce qui laisserait penser qu'il y a en fait 3 personnes autour de la jeune femme. Tout au long de la bande, on entend ses cris et ses pleurs. Élodie prononce aussi des paroles. Là encore, les experts ne sont pas d'accord. Certains entendraient « il m'assassine », d'autres « ils mettent le feu ». Tous, en revanche, l'entendent distinctement dire « au secours ». Malgré le travail des experts, la bande conserve une grande partie de son mystère. Pas de prénom prononcé, pas d'indice. C'est un cas d'école, tout à fait. C'est vrai que c'est un document quasiment unique d'entendre une agression en direct. Si la charge émotionnelle est extraordinaire quand on écoute cet appel, ça bouleverse vraiment, y compris les techniciens qui l'ont écouté, et c'est quelque chose qui glace et que l'on retient de cette affaire. Le père d'Élodie a tenu à écouter l'appel au secours de sa fille. Jackie espérait pouvoir reconnaître une voix, identifier quelqu'un. Pour moi, c'était un peu un dernier espoir. Je m'étais dit que peut-être je reconnaîtrais un timbre de voix, je reconnaîtrais... Malheureusement, non, on entend surtout les cris d'Élodie pendant plus de 20 secondes. Je sais que si un jour il y a un procès, je demanderai à ce que cette cassette soit auditionnée par les jurys. Je le demanderai. Parce que
C'est épouvantable. On se rend compte de ce qu'a pu être son calvaire. Jean-Marc, il est très rare dans une enquête criminelle de détenir la bande-son de l'agression de la victime. C'est bien sûr un élément important pour les gendarmes qui travaillent sur cette affaire. C'est un élément crucial. Malheureusement, le contenu de cet enregistrement est difficilement décryptable. Les experts ne sont pas d'accord sur ce qu'ils entendent. Sur cette bande, les experts ont malgré tout réussi à établir qu'une voix parle avec un accent a priori picard. Cet enregistrement nous renseigne aussi sur le nombre d'agresseurs. On découvre qu'il n'y en a pas qu'un, mais plusieurs, ce qui va orienter l'enquête de manière différente. Oui, et ça change complètement la donne. Le scénario de l'agresseur unique ne tient plus. L'appel passé par Élodie et son enregistrement par les pompiers démontrent qu'elle a été agressée par 2, voire 3 hommes. En tout cas, cet appel nous permet au moins de savoir que l'agression a eu lieu tout de suite après l'accident. Oui, et ça aussi c'est intéressant. Cet appel complètement paniqué aux pompiers nous indique qu'Élodie n'a même pas eu le temps de prévenir sa famille ou ses proches de son accident. Elle sent, elle voit le danger et elle appelle au secours. Ce coup de téléphone confirme l'enchaînement très rapide des événements. Ces agresseurs sont là, au moment de l'accident qu'ils ont probablement provoqué, et ils se précipitent sur elle. Les choses sont allées très vite. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les gendarmes, le lendemain de l'accident, ont constaté la présence des clés sur le contact et du sac à main d'Élodie au pied du siège avant passager de sa voiture. La présence de ce sac ne fait que confirmer l'enchaînement très rapide des événements. Elle n'a pas eu le temps de le prendre avec elle. Par contre, on n'a jamais retrouvé le téléphone portable avec lequel elle a passé son tout dernier appel. Si les assassins d'Élodie ont pris le soin de faire disparaître ce téléphone portable, ils ont en revanche laissé des traces de leur passage sur la scène de crime. Des preuves matérielles déterminantes pour la suite de l'enquête. Élodie n'a pas été assassinée sur les lieux de l'accident. Ses agresseurs l'ont emmenée à 6 km de là, vers une décharge agricole, connue uniquement des gens du coin. Au milieu de la nuit, ils forcent Élodie à monter dans leur voiture et prennent la D44 en direction de Saint-Quentin, jusqu'au rond-point de l'usine Bonduel. Là, ils prennent la direction de Tertry. Mais avant d'arriver au village, ils s'engagent sur ce chemin chaotique et non visible de la route, qui mène au lieu-dit La Tombelle. C'est vraiment un accès qui n'était pas facile au moment des faits. Surtout qu'il faut se remettre en mémoire que nous sommes en janvier, on a des températures très froides au cours de la nuit, du brouillard. Donc je veux dire, il y a des circonstances qui font que on peut se poser la question en disant les auteurs doivent connaître ce lieu. C'est sur cette décharge au milieu des champs que les enquêteurs découvrent une scène de crime particulièrement choquante. À droite du chemin, le corps nu et en partie carbonisé d'Élodie. Les membres supérieurs ont été les plus atteints, notamment les mains, les bras et le thorax. La partie gauche du visage, à elle, était épargnée par le feu. Le corps gît sur le dos, les genoux pliés sont relevés, la tête repose sur un léger talus. Elle est comme figée, pétrifiée dans la souffrance du viol qu'elle a subi. Une botte est toujours enfilée sur la jambe droite, la seconde botte, calcinée, est posée sur le sol. Sur la gauche du chemin, en face du corps, les meurtriers ont laissé des indices précieux. Tout d'abord, un préservatif usagé et son emballage. Il est d'une marque très commune, vendue en pharmacie et grande surface. Un peu plus loin, une serviette éponge ensanglantée, présentant des traces de peinture blanche, qui ont été analysées. Il s'agit d'une peinture domestique très banale et dont il est impossible de tracer l'achat. Enfin, une chaussette de couleur sombre appartenant à la victime et un mégot de cigarette. L'autopsie du corps est rendue difficile par la carbonisation. Elle permet néanmoins de confirmer le viol, car du sperme a été retrouvé dans la cavité vaginale. On détermine que les tueurs ont utilisé de l'essence pour mettre le feu au cadavre. L'absence de suie dans les poumons de la victime nous apprend qu'elle n'a pas respiré les gaz dégagés par les flammes et était donc déjà morte quand son corps a été incendié. La jeune femme a été étouffée. Pas de traces de corde sur son cou. Elle aurait donc été étranglée à main nue. On devine le martyre vécu par Élodie. La criminologue Sylvia Breget s'est penchée pour nous sur cette scène de crime. Cette scène de crime, elle est désordonnée, très désordonnée. Donc ça, c'est un indice précieux. Et
On a le corps d'Élodie d'un côté, et puis autour, il y a effectivement des éléments qui peuvent permettre d'identifier les auteurs. Il n'y a pas de cohérence dans cette scène de crime. Ils sont partis en laissant tout comme ça en plan. Une scène de crime désordonnée, mais qui va se révéler très riche pour les gendarmes. En effet, le préservatif leur fournit un ADN identique à celui retrouvé dans le vagin d'Élodie. Ils ont, entre leurs mains, l'ADN nucléaire du violeur qui leur permettra de l'identifier avec une certitude absolue. L'auteur a signé son crime. Donc pour nous, enquêteurs, c'est la preuve indiscutable que le jour où on aura le hit positif en ADN, on pourra dire que cette personne était présente sur les lieux du crime. Les découvertes ne s'arrêtent pas là. Sur la serviette éponge et sur la chaussette d'Élodie, d'autres ADN sont isolés. Des ADN mitochondriaux cette fois. À Lille, la responsable scientifique du laboratoire Génoscreen, Stéphanie Ferreira, nous rappelle ce qu'est l'ADN. En fait, l'ADN est contenu dans les cellules qui constituent le corps humain. Chaque cellule contient un noyau. Dans le noyau, vous avez l'ADN nucléaire. Et vos cellules contiennent aussi ce qu'on appelle des mitochondries. Et elles ont leur propre ADN. Donc l'ADN qui est dans la cellule de la mitochondrie, l'ADN mitochondrial, ne correspond pas du tout à l'ADN nucléaire. Ce sont vraiment deux choses distinctes. Ce sont donc ces deux types d'ADN qu'on retrouve sur la scène de crime. Du nucléaire dans le préservatif et le corps d'Élodie, et du mitochondriel sur la chaussette, le mégot et la serviette éponge. L'ADN nucléaire, vous le recevez de vos deux parents. Ça peut être vraiment considéré comme une carte d'identité, puisqu'elle va contenir vraiment toutes les informations qui font ce que vous êtes. C'est votre carte génétique. L'ADN mitochondriel, par contre, n'est transmis que par la mère. Tous les descendants d'une même femme vont porter le même ADN mitochondrial. Donc dans une famille, vous pouvez imaginer ce que ça constitue, vous pouvez remonter très loin, et l'ADN pourra, en effet, selon la famille, descendre sur des milliers de personnes à la dernière génération. Dans une enquête policière, l'ADN nucléaire est un ADN auquel on peut se fier à 99,9%. C'est le code barre du criminel. Il suffit de comparer son ADN à celui prélevé sur une scène de crime pour le confondre. L'ADN mitochondrial, lui, est moins facilement exploitable. Pour qu'il parle, il faut se lancer dans une enquête généalogique poussée. On ne peut pas faire de comparaison et assurer, si vous avez un ADN mitochondrial et si vous l'avez analysé, qu'il est celui d'un individu spécifique, puisque plusieurs individus de la famille portent le même. Donc l'ADN mitochondrial sert surtout à exclure une personne. S'il n'y a pas de marqueur commun, on peut dire, en effet, ce n'est pas lui. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations avec la certitude que ces ADN sont la clé de l'enquête. Dans cette affaire, nous avons l'identité génétique du violeur, qui peut aussi être celle du tueur. Cet ADN nucléaire, on le trouve sur un préservatif usagé et à l'intérieur du corps d'Élodie. Ça implique qu'elle a été violée au moins à 2 reprises par cet individu. Une fois lors d'un rapport protégé, puis une seconde fois lors d'un rapport non protégé. C'est un comportement aussi étrange qu'incompréhensible. D'un côté, le violeur prend des précautions sans doute pour conserver son anonymat ou se prémunir d'une maladie. De l'autre, il laisse son identité et prend des risques. Pire, il abandonne le préservatif à quelques mètres de son crime. C'est pas cohérent. À côté du corps d'Élodie, les enquêteurs découvrent également une serviette éponge ensanglantée ainsi qu'une chaussette appartenant à la victime. Sur ces deux éléments, le laboratoire a détecté plusieurs ADN mitochondriaux. Jean-Marc, la présence de ces autres traces ADN incomplètes apporte-t-elle une aide à l'enquête? Ces ADN mitochondriaux permettent de faire des enquêtes dites généalogiques. On est sur une piste, on entend un témoin intéressant, on remonte alors le fil de sa lignée génétique maternelle. Ça peut valider une orientation d'enquête et diriger vers d'autres individus. C'est très technique, un vrai casse-tête, mais ça peut payer. Il y a des affaires qui sont sorties grâce à ça. Il ne faut pas s'en désintéresser. Après le viol, les agresseurs ont tué puis brûlé le corps sans vie d'Élodie. Pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. Ce sont des hommes, par exemple, qui n'auraient pas supporté la vision de leur crime et qui auraient mis le feu à cette scène pour l'effacer de leur mémoire. Mais l'hypothèse la plus probable pour un enquêteur, c'est qu'il voulait faire disparaître les traces de ce crime. Et là, il faut savoir que ça ne marche jamais. C'est bien naïf de croire que tous les indices peuvent ainsi disparaître.
Jean-Marc, un expert en incendie est formel. Les meurtriers se sont servis d'un accélérateur de feu. Où ont-ils trouvé de l'essence? Ils devaient sans doute avoir un jerrycan dans le coffre de leur voiture ou de leur camionnette. Les gens qui habitent à la campagne en ont souvent avec eux car les stations sont rares et fermées la nuit. C'est une précaution classique. On peut aussi imaginer qu'un des agresseurs soit allé en chercher chez lui. Mais là, ça colle pas avec le scénario très rapide de l'agression. Le scénario criminel fait apparaître de nombreuses incohérences dans le comportement des auteurs. On ressent beaucoup de fébrilité et de désorganisation dans la commission des faits. Oui, je pense qu'ils ont improvisé. Nous sommes face à une contradiction qui n'est pas rare dans ce type d'affaires. Les auteurs paniquent. D'abord, ils pensent que le feu va tout détruire. Puis ils se rendent compte que les flammes peuvent aussi attirer l'attention. Du coup, ils s'enfuient. Les tueurs sèment derrière eux une multitude d'indices très compromettants et ne prennent pas le temps de vérifier que le corps de leur victime a été détruit par les flammes. Tant mieux. Sans cela, les gendarmes n'auraient rien. Si les enquêteurs sont en possession d'un certain nombre d'indices, des objets et des vêtements d'Élodie n'ont en revanche jamais été retrouvés, ni dans sa voiture, ni sur la scène de crime. Une bourse en cuir fermée par un lacet, son manteau et sa paire de collants. Selon vous, que sont-ils devenus? Une partie de ces objets a peut-être été volée dans la voiture après l'accident par des rôdeurs qui passaient par là. Mais plus intéressant, les tueurs ont pu s'en emparer. Parfois, des criminels veulent garder un souvenir de leur acte, une sorte de trophée. Dans ce cas, quelqu'un, pourquoi pas un de leurs proches, pourrait se souvenir les avoir vus ou les avoir reçus en cadeau. Ils doivent alors se manifester auprès des enquêteurs. Nous venons d'examiner les éléments matériels de l'enquête. Mais pour comprendre le mobile des meurtriers, les gendarmes ont dû se plonger dans la vie de la victime. Éplucher ses fréquentations, connaître toutes ses habitudes, bref, découvrir qui était Élodie Kulik. Élodie Kulik a grandi en Picardie, une région qu'elle aime et dans laquelle elle a toute sa famille, ses repères, ses amis. C'est une jeune femme de 24 ans, ambitieuse et volontaire. Elle aimait organiser. Elle avait un don pour organiser les choses. Elle avait toujours cet esprit de décision, aussi bien dans le travail que dans sa vie amoureuse. Ouais. Élodie est une jeune femme qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds. Ça c'est clair. C'est une maîtresse femme, Élodie, ça c'est évident. Élodie, c'est vrai qu'elle s'en sortait tout le temps, elle arrivait tout le temps à tout faire et moi j'étais un petit peu... c'était mon modèle en fait. Élodie est aussi une fille sensible qui se livre beaucoup. Au dire de tous, elle est chaleureuse, accessible et fidèle en amitié. Je garde d'Élodie l'image de quelqu'un avec un certain rayonnement, vraiment une aura, un sourire. C'était une grande sœur, on avait le même âge, mais c'était une grande sœur parce qu'elle montrait toujours le chemin. Elle ne jugeait pas les gens. Elle réconfortait s'il y avait besoin, elle ne jugeait jamais. Grande, mince, blonde aux yeux bleus, c'est une très belle jeune femme qui attire les regards et plaît aux hommes. Péronne est une petite ville, Élodie, oui, est une femme qu'on remarque. On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas la croiser sans la voir parce qu'elle est toujours, déjà elle est belle naturellement, elle est toujours élégante, elle aime se mettre en valeur. Ce que j'aimais chez Élodie, en fait, c'est son regard pénétrant. C'est quand elle vous regardait, en fait, c'était droit dans les yeux, c'était un regard soutenu et assumé. C'était pas un regard fuyant, c'était pas quelqu'un qui semblait mal assuré. Elle avait un aplomb dans le regard et une aisance dans le style qui forcément ont dû séduire pas mal de monde. Élodie avait toute sa maman. Un sourire éclatant, comme sa mère. Elle était abordable, elle était jolie comme sa mère, intelligente. Ouais. Professionnellement, Élodie a le vent en poupe. En juillet 2001, elle décroche un poste prestigieux pour son âge. Elle devient directrice d'agence bancaire. J'ai été le premier étonné lorsqu'elle m'a appris qu'elle était prise à la banque, qu'elle était nommée directrice d'agence. Bien évidemment, on était fiers, on était contents pour elle, hein, on était très très fiers. Elle était la plus jeune directrice de banque en France, à l'époque. À 23 ans, elle est en charge à Péronne de l'agence de la Banque de Picardie. Sa nomination est saluée par la presse locale.
Mais elle a une certaine notoriété sur place. Bon, elle vient d'être nommée directrice d'agence bancaire. Dans un petit bourg comme Péronne, c'est pas rien. Je crois qu'effectivement, il y a eu des articles dans la presse pour annoncer son arrivée, et plus que l'arrivée d'un directeur de banque habituel, l'arrivée d'une très jeune, de la plus jeune, de la plus belle. C'est vrai que elle était connue sur place. Véronique Villain a formé Élodie pour ce poste de directrice. Elle garde un souvenir ému de cette jeune femme, pleine d'avenir. Elle a pris la direction d'agence à bras-le-corps. Enfin, pour moi, ça révèle un petit peu sa personnalité, parce qu'effectivement, j'ai gardé d'elle ce souvenir de quelqu'un qui n'a pas peur, qui, je dirais pas fonceur dans le sens tous azimuts, mais qui, une fois que quelque chose se présentait et qu'elle avait décidé d'y aller, elle y allait. C'est quelqu'un qui avait un contact très rapide, très simple, vraiment chaleureux. Élodie est sérieuse et très appréciée dans son travail. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à profiter de la vie, comme quelqu'un de son âge. Ça restait encore une très jeune femme, libre, aimant s'amuser, aimant sortir. Elle n'a pas le comportement de la notable du directeur de banque en costume 3 pièces. C'est aussi ça qui fait sa particularité, sa séduction, et peut-être l'attrait ou l'intérêt qu'elle suscite dans une petite ville rurale comme Péronne. Quand on a connu quelqu'un qui était comme ça, tout gentil, disponible, agréable, très mignonne, travailleuse, parce qu'elle n'est pas arrivée là comme ça sur un coup de pouce, hein, certainement pas. On a du mal à comprendre. Sur le plan sentimental, la jeune femme paraît moins sûre d'elle. Certes, elle a déjà vécu de belles histoires, mais elle se montre parfois hésitante. Élodie a encore le temps pour rencontrer l'homme de sa vie, se poser et fonder une famille. Au moment de son décès, les rapports se sont un peu distendus avec Gaël, son dernier petit ami. Il habite à Paris. Élodie, elle, est à Péronne, ce qui ne simplifie pas les choses. On était un peu pas en stand-by, mais on se cherchait un peu en fait. Ça fait toujours énormément de mal de devoir quitter quelqu'un sans pour autant lui avoir tout dit. On avait beau rester peut-être 6 mois sans se voir, quand on se voyait, c'était comme si on s'était quitté la veille, quoi. Elle s'est débrouillée pour venir au baptême de mon fils, parce que pour elle, c'était une évidence, il fallait qu'elle soit là, voilà. Elle savait qu'elle devait être marraine de mon deuxième. Bon, voilà, on avait des liens, on s'était promis des choses quand on est enfant, et on les aurait tenues. La disparition tragique d'Élodie a bouleversé à jamais la vie de ses proches, de ses amis. Pour les parents d'Élodie, c'est une douleur insondable de plus, dans une vie déjà marquée par le drame et l'injustice. J'ai perdu 2 enfants, j'ai perdu une fille qui avait 6 ans à l'époque, et un garçon qui avait 5 ans, Karine et Laurent. Et en 76, un lendemain de Noël, et j'ai dérapé sur une plaque de verglas. L'accident a fait que mes 2 enfants ont été tués sur le coup. J'ai moi-même été en soins intensifs. J'ai été pendant 23 jours entre la vie et la mort. Et puis bon, la vie a fait que c'était en 76, j'avais 26 ans. On a recréé. On a réussi à recréer. Et on avait recréé dans le même ordre. Filles et garçons. Oublier, on n'avait pas oublié, on ne peut pas oublier des choses pareilles. Mais dis donc, ça s'était atténué, c'était... Et puis, on avait à nouveau 2 beaux enfants dont on était fiers. Et puis voilà. Élodie était une très jolie jeune femme qui attirait les regards. Tous les témoins le disent, elle ne laissait personne indifférent. Oui, à 2 reprises, le jour de sa disparition, sa présence a été remarquée. D'abord dans le restaurant où elle a déjeuné, des ouvriers l'ont repérée bruyamment. Puis, le soir, lorsqu'elle s'est rendue dans un bar avec son ami Hervé, le patron de l'établissement a eu l'air de s'intéresser suffisamment à elle pour aller la servir lui-même.
Élodie n'avait pas un mode de vie à risque, elle ne fréquentait pas le milieu de la drogue ou des endroits louches. C'est vrai, mais elle sortait souvent et avait une vie sociale très riche. Elle rencontrait donc beaucoup de monde. Surtout, c'était une jolie femme. Elle avait un physique remarquable. C'est peut-être ce qui l'a mise en danger. Comme dans toutes les enquêtes criminelles, l'entourage de la victime va être entendu dans cette affaire. Et parmi le cercle des proches d'Élodie, certaines personnes vont particulièrement attirer l'attention des gendarmes. Quand l'enquête démarre, on a vraiment le sentiment que les gendarmes ont de nombreuses cartes entre leurs mains, et même des atouts rares en matière criminelle. On a un crime dans un lieu bien déterminé, avec une bande magnétique qui donne une orientation à défaut de donner une preuve, et on a la signature de l'auteur, outre d'autres éléments matériels sur les lieux, sur la scène de crime. Donc on s'est dit, on va trouver. Moi j'ai pensé que ça irait très vite. J'ai pensé que ça irait très vite, étant donné que je vous dis, cet ADN hein, qui était présent. Immédiatement, les gendarmes s'intéressent à l'entourage d'Élodie. Les premiers suspects sont des proches. Au départ, on peut pas. Ça fait l'objet de pistes de travail, puisque bon, on évoque effectivement du plus près au plus loin. Donc vous avez les proches, vous avez les amis, vous avez également les ex-petits amis. Il faut entendre le dernier petit ami connu de la jeune femme. Il s'agit officiellement de Gaël Boussière, même si à cette époque, les rapports avec Élodie sont un peu froids. Il est donc convoqué à la gendarmerie de Péronne. Je me souviens qu'un gendarme m'a vu à l'extérieur, il m'a dit « C'est vous le petit ami ?» Je lui ai dit oui, il me fait « Ah bah, faut qu'on vous voie parce qu'on doit vous interroger. » Et là, on se retrouve en face, dans une pièce éclairée au néon, en face de deux personnes qu'on ne connaît pas, qui nous posent des questions. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été capable de vraiment raconter un an de vie avec Élodie au jour près quasiment. L'emploi du temps de Gaël est vérifié, son ADN prélevé. Le résultat est négatif, il n'a rien à voir avec le meurtre. Les gendarmes s'intéressent alors aux ex-petits amis d'Élodie. Elle a eu quelques liaisons, dont une qui venait de se terminer. Cette liaison retient tout particulièrement l'attention des gendarmes. Il s'agit du dernier ex d'Élodie, qui est coiffeur à Péronne. La jeune femme avait confié à ses amis que leur rupture ne s'était pas bien passée du tout. Élodie m'a parlé de la rupture avec ce petit ami, où effectivement, parce qu'a priori, il a eu beaucoup de mal à tourner la page. Bon, il devait tenir à elle d'une certaine manière. Et donc, elle souhaitait passer à autre chose. Une rupture qui tourne mal, la jalousie, la colère. Le coiffeur pourrait avoir un sérieux mobile. Il est donc placé en garde à vue et longuement questionné. Mais là encore, l'ADN va le disculper. Un à un, les ADN de tous les hommes de l'entourage de la victime sont prélevés, sans résultat. Les enquêteurs doivent élargir le cercle des suspects. On a surtout cherché d'éventuels amoureux transis ou d'amoureux conduits ou de dragueurs rejetés. Et les enquêteurs vont avoir une bonne surprise. Ils découvrent que le jour du meurtre, à 17h45, heure à laquelle Élodie quitte la banque, un homme l'attend à la sortie de son travail. Un homme d'une trentaine d'années qui veut lui parler. Cela fait plusieurs jours qu'il rôde autour de la banque. Cet individu, que nous appellerons Patrice, Élodie le connaît. Ils se sont rencontrés lors du réveillon du 31 décembre. Pendant cette soirée, Patrice est tombé sous le charme, mais n'a pas eu le courage de donner son numéro à la jolie banquière. Il lui écrit alors à la banque. Une lettre un peu naïve et maladroite. Lorsque Patrice l'accoste, le jour du meurtre, Élodie lui explique qu'elle n'a pas le temps de lui parler, qu'il aurait dû l'appeler. Elle ne les conduit pas méchamment, mais elle est ferme. Patrice n'est pas son genre. Cet amoureux dépité a-t-il pu commettre l'irréparable? Patrice est convoqué. Emploi du temps, alibi, ADN, les enquêteurs vérifient tout. Résultat négatif. Patrice n'a pas violé et tué Élodie. Encore une porte qui se ferme. Les gendarmes cherchent si Élodie n'aurait pas brisé d'autres cœurs ou refusé les avances d'autres hommes dans les mois précédant sa mort. Vous avez aussi, lorsque vous profitez de la vie, vous fréquentez des restaurants, vous fréquentez des boîtes de nuit, vous pouvez attirer l'attention et puis, être sujet à être suivi. Parce qu'on se dit, tiens, c'est une belle femme et tout, elle semble seule, elle s'amuse et tout, on essaye d'approcher. Les gendarmes s'intéressent de près à ceux qui ont croisé la victime le jour de sa mort. Tout naturellement, ils convoquent Hervé Croisil, la dernière personne à avoir vu Élodie vivante. Donc on m'a fait un prélèvement d'ADN quelques semaines plus tard.
Donc tout simplement, j'ai été convoqué à la gendarmerie de Saint-Quentin. L'ADN, une fois de plus, ne correspond pas. Hervé n'a rien à voir avec le crime. Les investigations se poursuivent en se concentrant sur les hommes croisés par la victime le jour de sa mort. Et là, coup de théâtre. Il y avait, dans les premières heures de l'enquête, un suspect que l'on a retrouvé rôder autour du restaurant, qui a dû faire la même route qu'Élodie, qui a un passé judiciaire. Dans une enquête type, ça aurait fait un profil de suspect tout à fait acceptable, ce qu'il a été. Un délinquant sexuel, déjà condamné, qui rôde autour du restaurant chinois où Élodie a dîné. Un homme qui aurait pu la repérer, attendre qu'elle sorte de chez son ami Hervé. Le suspect est très intéressant. On espère tenir le coupable. La déception est grande lorsque la comparaison ADN s'avère négative. À nouveau, il faut investir d'autres champs d'enquête. Vous avez aussi les clients de la banque. Les clients qui sont attirés par leur directrice de banque, mais les clients aussi qui sont peut-être déçus par le fait qu'elle a sollicité des prêts puis qu'elle les a envoyés en disant non, moi, je vous accorde rien. Rien du côté de la clientèle d'Élodie à la banque. À ce stade, les gendarmes ont déjà vu beaucoup de monde. De l'ex-petite amie au VRP de passage, dont on sait qu'il a croisé et remarqué Élodie dans un restaurant, en passant par l'amoureux timide, des dizaines d'hommes ont été entendus, leurs ADN comparés, en vain. On a vraiment, dans les débuts, cadrer, et rechercher et tester toute la population masculine qui avait pu s'approcher d'elle pour une raison ou pour une autre. L'ADN non identifié du violeur d'Élodie est évidemment entré au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Sans résultat, le sperme prélevé sur Élodie n'appartient à aucun délinquant déjà condamné. Alors que les investigations des gendarmes se poursuivent dans le premier cercle, celui des proches de la jeune banquière de Péronne, un formidable coup de théâtre va brutalement changer le cours de l'enquête. Dans le courant de l'été 2002, soit 7 mois après le meurtre d'Élodie Kulik, 2 jeunes femmes sont agressées, violées et tuées dans la Somme. Le tueur d'Élodie aurait-il récidivé? Dans la région, c'est la panique. Et les enquêteurs se demandent s'ils ne sont pas confrontés à un tueur en série. L'année 2002 est une année noire dans la Somme. Après le meurtre d'Élodie, 2 autres jeunes femmes sont tuées coup sur coup dans un rayon de 30 km. Le 9 juillet 2002, à Ville-sur-Ancre, un agriculteur trouve un corps à moitié dénudé, dissimulé derrière une meule de foin. C'est le corps de Patricia Leclerc, 19 ans, portée disparue depuis 3 jours et dont on avait perdu la trace alors qu'elle rentrait de son travail à vélo. La jeune fille, pupille de la DAS, a été rouée de coups, violée, puis écrasée par un véhicule. Cette nouvelle bouleverse les Kulik. Les tueurs ont-ils frappé à nouveau? Combien de jeunes femmes doivent encore mourir pour qu'on arrête les coupables? La mère d'Élodie n'en peut plus. Elle avale de la mort au rat. La douleur, trop intense, l'a fait basculer dans le désespoir. Elle a tenté à ses jours. Et bon, malheureusement, je me suis pas rendu compte qu'elle avait absorbé ces choses-là. Rose-Marie Kulik est aujourd'hui décédée, après être restée plongée dans un coma neurovégétatif pendant 9 ans. Le 3e meurtre de la Somme est commis dans la nuit du 20 au 21 août 2002. Christelle Dubuisson, 18 ans, est tuée à l'arme blanche. Son corps est retrouvé en bordure de champ, sous les roues d'une fourgonnette. 3 victimes, 3 jeunes femmes, tuées la nuit en bordure de route dans un rayon de 30 km. Les coïncidences sont troublantes. Et un tueur en série, c'est à partir de 3. Donc quand Christelle Dubuisson, qui est la 3e jeune fille qui va être tuée le 21 août 2002 à Villars-Bretonneux dans la Somme, là on se dit effectivement il y a peut-être un tueur en série qui est en train d'agir dans le département. Au niveau de la presse locale et de la presse même nationale, puisque ça avait fait même la une TF1, Antenne 2, FR3, comme quoi un serial killer était né dans la Somme. C'est devenu une hantise pour les gens où les femmes seules ne circulaient plus. C'est la psychose dans la région, c'est le tueur en série de Péronne, de la Somme. Une série de 3 meurtres. Les proches d'Élodie sont persuadés qu'on a affaire à un seul et même tueur. Au même moment, dans la même région, ah oui, je me suis dit, bon, c'est un tueur en série ou c'est des tueurs en série, on va les retrouver. 3 fois comme ça passera pas inaperçu. Ah oui, je me suis dit ça tout de suite. La gendarmerie traque les délinquants sexuels récemment libérés.
Novembre 2002, un suspect est arrêté dans le petit village de Méault. Il s'agit de Jean-Paul Lecomte, 42 ans, un homme déjà condamné à 17 ans de prison pour des viols et libéré depuis quelques mois. Le père d'Élodie veut alors croire que c'est une piste solide. Vous savez, le jour où on annonce à la radio que Lecomte est arrêté, on sait qu'il habite Méault, j'étais sur les lieux immédiatement. Je suis allé immédiatement voir un peu à quoi pouvait ressembler l'environnement de cet individu. Je suis allé voir et j'avais espoir que ce soit lui. Honnêtement, j'avais espoir que ce soit lui. Ce serait alors une seule personne qui aurait tué Élodie. Un chasseur solitaire. Placé en garde à vue, mis en examen, Lecomte est suspecté des 3 meurtres. On recherche les liens, les similitudes entre les crimes. L'espoir que Lecomte soit le meurtrier d'Élodie est partagé par tous. Mais assez vite, des incohérences apparaissent. Rapidement, on va écarter, parce que le mode opératoire est pas le même, parce que on a acquis la certitude, les enquêteurs ont acquis la certitude que dans le cas d'Élodie Kulik, il y a plusieurs agresseurs, alors que dans le cas des 2 autres jeunes filles, il y a un agresseur seul. L'enquête éloigne les gendarmes de la piste Lecomte, même si les médias se sont vite emballés sur l'hypothèse séduisante du tueur en série. Pour le meurtre d'Élodie, Lecomte a un alibi en béton. Lecomte venait de sortir de maison d'arrêt. D'entrée, on a donné l'information à la cellule. La cellule a vérifié qu'en janvier, l'intéressé était bien détenu et ne bénéficiait pas de sortie. Donc nous, enquêteurs, on était sûrs à 100% que Lecomte n'avait rien à voir dans le cadre du dossier. C'était sûr, ça ne pouvait pas être lui. Jean-Paul Lecomte n'est pas l'assassin d'Élodie. Il sera en revanche condamné pour les 2 autres meurtres. On a en effet retrouvé son ADN sur la petite culotte de Patricia Leclerc, la première victime. Pour la seconde, Christelle Dubuisson, ce sont des analyses de fibres textiles et d'échantillons de terre qui ont confondu le meurtrier. Pour les gendarmes de la cellule Élodie Kulik à Amiens, il faut reprendre les investigations. À ce moment de l'enquête, cela fait pratiquement 1 an qu'Élodie a été violée et assassinée. Jean-Paul Lecomte était en prison dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002. Il ne peut pas être le tueur d'Élodie. La piste se referme définitivement. Lecomte a longtemps nié les 2 autres crimes, puis a fini par admettre sa culpabilité aux assises. Pour le meurtre de Christelle Dubuisson, il est condamné en première instance et en appel à la perpétuité. Pour celui de Patricia Leclerc, le verdict est aussi sévère, perpétuité. Avec Jean-Paul Lecomte, les enquêteurs de la section de recherche d'Amiens ont vraiment cru toucher la vérité du doigt. Son innocence indiscutable les a obligés à se remettre au travail d'arrache-pied et à élargir le cercle des suspects potentiels. La piste du tueur en série s'est écroulée. L'enquête auprès des proches d'Élodie n'a rien donné. Les gendarmes doivent relancer les investigations. La cellule Kulik compte alors une quinzaine d'hommes qui s'attaquent à une tâche titanesque. Retrouver toutes les personnes qui étaient sur la zone du meurtre au moment des faits. Ces gens qui étaient susceptibles d'être présents dans le secteur géographique au moment des faits ont été vérifiés, entendus. Les enquêteurs vont ensuite vérifier minute par minute tous les appels passés avec des téléphones portables la nuit du crime, sur la zone de l'accident et sur celle du meurtre. On décide de relever l'ensemble des appels qui ont été émis, aussi bien sur le lieu d'accident que sur le lieu de découverte. Et ça, c'est plus de 14 000 appels la nuit des faits. Après, il faut les exploiter. Et ce travail de fourmi va se poursuivre. Pendant des semaines, les gendarmes montent des barrages de nuit pour interroger les habitués des axes routiers autour de l'usine Bonduelle, entre Saint-Quentin et Péronne. Ils sont à l'affût du moindre signalement, du moindre témoignage. On a monté des services dans le créneau horaire pendant plusieurs mois, de telle façon à être sûr que on n'est peut-être pas passé à côté de quelque chose. Et à partir du moment où la personne lui dit moi ce soir-là, effectivement je me souviens quand je suis passé, j'ai croisé un tel camion qui est rentré après chez Bonduelle ou alors une ambulance qui est passée, telle société d'ambulance, on fait la vérification derrière. Grâce à ces barrages routiers, les enquêteurs recueillent des témoignages surprenants de femmes importunées au volant alors qu'elles circulaient sur la D44. On a eu le témoignage d'un nombre invraisemblable de jeunes femmes qui ont été poursuivies ou pourchassées pendant la nuit alors qu'elles étaient seules en voiture. C'est une activité, si j'ose dire, qui semble assez fréquente dans la région. Les gendarmes ont pris cette piste très au sérieux.
Les plaques d'immatriculation relevées par les conductrices ont permis d'identifier certains de ces chauffards qui ont été entendus. Leurs emplois du temps ont été scrupuleusement vérifiés. En vain. Aucun de ces suspects ne pouvait être le meurtrier d'Élodie. La mort de la jeune banquière de Péronne a provoqué les témoignages de très nombreux corbeaux. Par dizaines, des dénonciations, des lettres anonymes atterrissent sur les bureaux des gendarmes. Toutes les pistes qui sont avancées doivent être exploitées à fond. On ne peut pas se permettre de dire celle-là on la met de côté parce que bon, ça semble pas cohérent. Parce que malheureusement, ça va être la bonne, quoi. L'émotion qu'a suscité cette affaire d'Élodie en particulier a fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties concernées et qui ont donné des renseignements. Bon, on a eu pas mal de malades mentaux, de pervers et de gens qui voulaient faire parler d'eux. Mais on a eu aussi beaucoup de témoignages dénonçant des délinquants sérieux, des comportements suspects et débouchant sur des pistes qu'on a crues sérieuses et pouvant aboutir. Chaque lettre est méticuleusement étudiée. Aucune n'est prise à la légère. Des gens de bonne foi y dénoncent le comportement suspect d'un proche ou d'une connaissance depuis le jour du crime. Par exemple, une dénonciation a mis la cellule sur la piste d'une fratrie de paysans picards. La piste est sérieuse. Les suspects collent au profil recherché. Les trois frères vivent en vase clos sur leur exploitation. Ils ne sont pas très sociables et connaissent la zone du meurtre comme la paume de leurs mains. Mais les tests ADN sont sans appel. Ils ne sont pas responsables du meurtre d'Élodie. Pendant toutes ces années d'enquête, des dizaines de suspects sérieux ont été envisagés. Mais à chaque fois, l'ADN les a disculpés. C'est quand même plus de 500 pistes déjà exploitées. Et une piste, ça peut être des dizaines de personnes entendues, puisqu'on est à plus de 10 000 auditions et prélèvements. En prélèvement pur ADN sur le dossier, c'est 5400 prélèvements ADN. Des gens qui n'ont été prélevés que pour ce dossier. Plus de 5000 tests ADN effectués dans le cadre d'une seule affaire. C'est un record en France. Il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu des actes faits dans l'affaire d'Élodie Kulik. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des informations qui remontent vers la cellule qui est chargée d'enquêter. Les gendarmes vérifient tout. Il n'y a aucune piste qui est laissée au hasard. Aucune. Alors, ils le font discrètement, bien évidemment. Mais ils le font. Au fil des années, les enquêteurs ont réuni des éléments cruciaux qui trahissent la signature des meurtriers. Au travers de leurs crimes, de leur mode opératoire, c'est leur profil que nous allons essayer d'établir. Premièrement, ce sont des hommes capables d'assumer un degré de violence exceptionnel. Le calvaire d'Élodie a duré longtemps. Tout commence par l'accident. Puis vient le transport d'Élodie vers la décharge, son agression, les viols et enfin sa mise à mort. Rien n'a arrêté les tueurs dans ce long cauchemar. Aucun sursaut de conscience. Pour s'en prendre une jeune femme seule, comme c'était le cas, la massacrer comme ils l'ont fait, la violer comme ils l'ont fait, faire tout ce qu'ils ont pu faire subir à cette jeune femme, il faut être sacrément quoi. L'agression d'Élodie s'est inscrite dans la durée. Les bourreaux de la jeune femme ont donc assumé longuement ses cris, sa douleur, jusqu'à son agonie. Quels individus sont capables de commettre un crime aussi barbare ? Pour parvenir à établir un profil psychologique, il faut se mettre dans la tête des tueurs. La criminologue Sylvia Brégé va nous y aider. La première approche qu'il y a entre Élodie et ses agresseurs, c'est une approche dite de surprise. On lui fait peur à cette jeune femme. On décide de lui faire peur, peut-être parce qu'il y a autre chose en tête, mais peut-être qu'au départ c'est juste faire peur. Ce qui est sûr, c'est qu'Élodie, elle est traquée à ce moment-là. De toute façon, que ce soit en descendant de chez son ami ou sur la route, elle va être traquée. Les meurtriers sont plusieurs, mais quelle est la dynamique qui anime ce groupe ? Dans ce groupe, les personnes sont très différentes psychologiquement. Il y en a une, peut-être, pas forcément le leader, qui dit bon, faut pas faire quoi que ce soit ici parce que c'est dangereux, on peut se faire repérer. On l'emmène et on va faire ce qu'on a à faire, mais ailleurs. Ici, c'est risqué. Généralement, c'est plutôt une personnalité organisée qui fait ça. Il y en a un qui est plus calme, plus en retrait, plus réfléchi, et les autres plus psychologiquement beaucoup plus instables, ou peut-être plus alcoolisés ou drogués. Il y aurait donc un homme organisé, plus mûr, qui serait le meneur. Un élément qui est conforté par l'analyse des voix de l'appel au secours. Quand on est en groupe,
C'est instinctif, c'est animal. On fait monter la violence très rapidement. Vas-y, fais-le. On a besoin de prouver des choses. Dans un groupe, les gens ont besoin de prouver aux autres, et surtout à leurs leaders, qu'ils sont capables d'eux. Les assassins n'avaient peut-être pas l'intention d'aller si loin. L'horreur les aurait dépassés. Georges Charrière, qui suit les affaires criminelles dans la Somme depuis 30 ans, porte lui un jugement plus lapidaire sur les meurtriers. Ce sont des bourrins. Ce sont des bourrins. Le corps d'Élodie n'est pas vraiment brûlé, quoi. Il n'a pas été détruit par les flammes. Il y avait moyen d'embarquer le corps, de mettre quelque part. Il y avait des espèces de bassins dans le coin, etc. Tout. Ils auraient pu le mettre là, on ne trouvait pas Élodie. Des bourrins peut-être sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Mais quel est donc le lien qui unit ces assassins? Sont-ils amis, frères, collègues de travail ou amateurs d'un même club sportif? En octobre 2011, notre émission se terminait par ces analyses sur le profil probable des meurtriers d'Élodie Kulik. Nous avions clairement démontré que les agresseurs étaient au moins deux, qu'ils habitaient dans la région et que leur nuit barbare les liait à jamais. Nous avions également ressenti que la détermination des enquêteurs ne faiblirait jamais. Et 3 mois seulement après la diffusion de notre émission, le 16 janvier 2012, le juge d'instruction convoquait le père d'Élodie Kulik pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Quand on est arrivé devant Jordan Duquesne, le juge d'instruction de l'époque, il m'a dit, M. Kulik, que j'ai pour vous 2 nouvelles concernant l'affaire, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à identifier l'ADN du violeur de votre fille. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le violeur, qui est Grégory Viard, s'est tué dans un accident de circulation en 2003. Les journaux publient immédiatement la photo du violeur identifié. C'est un rebondissement exceptionnel dans une des enquêtes criminelles les plus emblématiques de ces dernières années. Pour la première fois en France, un coupable est identifié par une recherche d'ADN par an. C'est un capitaine de la section de recherche d'Amiens, le capitaine Famoy, qui a eu l'idée de cette étude génétique. Il va se souvenir, parce qu'il a séjourné en Angleterre, il a séjourné aux États-Unis à Quantico, au FBI, il va se souvenir que dans ces pays-là, on utilise une technique d'apparentement. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas un ADN dans le fichier, on essaie de trouver des ADN qui s'en rapprochent le plus possible. Un ADN, ça se présente sous la forme d'un code barre. Et donc, on va chercher dans le fichier des gens qui ont déjà été prélevés l'ADN qui a le plus de barres communes avec celui qui est trouvé sur la scène de crime. Ce travail de rapprochement est long et rébarbatif. Jusqu'au jour où les experts font une découverte capitale. À un moment donné, ils vont tomber sur quelqu'un qui est incarcéré suite à une condamnation dans une affaire d'agression sexuelle. Et ce quelqu'un habite dans un petit village de l'Aisne qui se trouve pas loin de l'endroit où Élodie a été agressée, violée et tuée. Les généticiens pensent alors avoir trouvé le père du violeur. Ils apprennent que le fils de cet individu, un certain Grégory Viard, est décédé depuis novembre 2003. Une exhumation du cadavre du jeune homme permettra de relever son ADN. Et les analyses confirmeront sans aucun doute possible sa culpabilité. Son ADN est semblable à celui retrouvé dans le préservatif et dans le corps d'Élodie. C'est une chance incroyable parce que si le père de Grégory Viard avait été un honnête homme, non fiché, on n'avait plus rien. On n'avait plus rien. Jackie Kulik est maintenant confiant, car il sait que l'enquête va pouvoir repartir. Il milite depuis pour une généralisation des prélèvements ADN. Ça devrait être systématisé pour tous les types d'infractions. Actuellement, les infractions financières, les infractions routières échappent au contrôle ADN. Grégory Viard avait un casier judiciaire vierge. Mis à part quelques délits routiers, la justice n'avait jamais entendu parler de lui. Mais dans son village, la réputation de cet artisan plombier n'était pas celle d'un enfant de cœur. Alors Grégory Viard, c'était un jeune homme qui était artisan, qui avait repris l'affaire de son père et pour cause que ce dernier était en prison. C'est quelqu'un qui, dans le petit village dont il est originaire, où il vit, il fréquente deux bars. Il est souvent au fond, accoudé aux zingues, et puis il commence à consommer de l'alcool, ce qui lui arrive assez souvent, et puis jusqu'à souvent être ivre. Et parfois, il peut lui arriver de devenir assez violent une fois qu'il est ivre. Sa compagne de l'époque en sait quelque chose.
Le profil du violeur n'étonne pas la criminologue Sylvia Brégé. Chez Grégory, il peut effectivement y avoir une violence quotidienne. Il va s'attaquer à sa concubine avec des actes violents. Et il va y avoir une escalade. Il n'est pas si étonnant que ça qu'il se retrouve un soir à faire quelque chose qui va être complètement désastreux. Mais Grégory Viard est décédé près d'1 an et demi après le meurtre, dans un accident de la circulation. Il ne pourra donc jamais répondre aux questions des gendarmes. C'est en allant sur sa tombe que le journaliste Georges Charrière a espéré trouver quelques réponses sur sa personnalité. Je suis allé au cimetière un dimanche matin, il n'y avait personne. Et ce qui m'avait tout de suite étonné, c'est le nombre impressionnant de plaques qu'il y avait sur la tombe. La tombe était recouverte de plaques. Et il y en avait plusieurs qui faisaient référence aux pratiques de sport mécanique. Le jeune plombier était sportif et très aimé de ses proches. Une véritable injure pour Jackie Kulik. Je suis allé sur la tombe de Grégory Viard. Le lendemain, j'ai contacté une journaliste en lui demandant d'intervenir quand même auprès de la famille Viard, de manière à avoir au moins la pudeur de retirer de cette tombe des plaques sur lesquelles il était écrit toi qui étais la gentillesse même, toi qui étais l'amour. J'ai trouvé que c'était vraiment des plaques mal placées. Mais ça n'a pas été fait, hein. Ça n'a pas été suivi des faits. Jean-Marc, tout le monde attendait que l'ADN nucléaire retrouvé sur la scène de crime finisse par parler, c'est-à-dire que tout le monde espérait qu'un jour le violeur d'Élodie finisse par commettre une nouvelle infraction et soit arrêté, et qu'ensuite son ADN transmis au fichier des empreintes génétiques trahisse sa participation au crime d'Élodie Kulik. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Non, effectivement, ça s'est pas passé comme ça, mais l'ADN a fini par parler. C'est un enquêteur qui était auparavant affecté à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, qui a eu l'idée d'appliquer une théorie qu'il avait découverte là-bas à une enquête concrète, à cette enquête-là. Et ça a fonctionné. Il a eu un regard neuf. Il a eu un regard neuf sur cette affaire. C'est la preuve que les mutations, que les changements de service sont bénéfiques. On apporte quelque chose qu'on a appris dans un autre service à une enquête en cours. Ça évite les scléroses, ça permet de sortir des sentiers battus, des schémas classiques d'enquête. Il y a une expression américaine pour ça, thinking outside the box, c'est-à-dire penser en dehors de la boîte. Oui, c'est exactement ça. Je vous l'ai toujours dit, Arnaud, un bon enquêteur, il a la culture du doute. Mais il faut aussi savoir sortir d'une impasse, il faut aussi savoir contourner un obstacle, ne pas rester planté figé devant un mur. Et les solutions innovantes qui sont trouvées dans une enquête, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elles sont transposables à d'autres enquêtes. Nous savons d'ailleurs que ces recherches d'ADN parents sont utilisées dans d'autres dossiers, notamment dans l'affaire sur le meurtre de la petite Cécile Bloch à Paris, une affaire que nous avions traitée dans Non élucidé. Oui, c'est une avancée extrêmement intéressante. Et ça prouve que le temps qui passe n'est pas que nuisible, n'est pas que néfaste à l'enquête. Tant qu'une enquête est vivante, tant qu'il n'y a pas eu de non-lieu, tant que la prescription n'est pas atteinte, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours trouver une solution, même très longtemps après. Je vais vous donner un exemple, Arnaud. Quand le fichier national des empreintes digitales et celui des empreintes génétiques ont été créés, il y avait peu de traces et peu de noms dedans. Et plus le temps passe, plus il y a de traces, plus il y a de noms. Donc on a de plus en plus de chances de faire coïncider un nom avec une trace, c'est-à-dire de résoudre une affaire, d'identifier un coupable. L'identification de Grégory Viard est très vite suivie de l'annonce de son décès, ce qui signifie l'arrêt des poursuites à son encontre, car bien sûr, on ne peut pas juger un mort, mais on sait grâce à l'appel de détresse d'Élodie qu'il n'était pas seul au moment des faits. Oui, mais Arnaud, l'abandon des poursuites ne signifie pas la fin de l'enquête en ce qui concerne Grégory Viard. Depuis janvier 2012, les gendarmes redémarrent une nouvelle enquête de type tout à fait classique. Ils cherchent à savoir quels étaient ses centres d'intérêt, quelles étaient ses relations. Depuis des mois, en effet, les gendarmes de la section de recherche d'Amiens multiplient les investigations, les écoutes téléphoniques et les vérifications d'emploi du temps. À la fin de l'année 2012, ce travail va aboutir à la mise en garde à vue de l'ex-compagne de Grégory Viard. Les interrogatoires de la jeune femme, aujourd'hui âgée de 31 ans, débutent dans la matinée du mercredi 12 décembre 2012. Ils vont l'interroger en disant, mais en janvier 2002, vous faisiez quoi, madame? Et elle leur répond, moi j'étais enceinte de 7 mois, je supportais plus la violence de Grégory Viard, j'étais parti chez mes parents.
Mais les gendarmes savent que de nouvelles analyses ont permis d'isoler sur la scène de crime l'ADN de l'ex-compagne de Grégory Viard. On va retrouver son ADN à elle, mais pas n'importe où. On va le retrouver dans le préservatif qui a été utilisé pour violer Élodie. Dans le préservatif, il y a l'ADN de Viard. À l'extérieur, il y a celui d'Élodie, bien évidemment. Mais à l'intérieur, il y a aussi l'ADN de cette jeune femme. La présence de son ADN à l'intérieur du préservatif prouve qu'elle a eu une relation sexuelle ou un contact très proche avec Grégory Viard très peu de temps avant qu'il ne viole Élodie. Elle a donc menti en disant qu'il ne se voyait plus au moment des faits. Et forcément, ce mensonge fait naître de nombreuses interrogations. Est-ce qu'elle était là? Est-ce qu'elle était sur la scène de crime elle aussi? Est-ce qu'elle a participé au fait? Selon les experts, l'ADN serait un ADN transporté par l'auteur du viol. Rien ne prouve donc que la jeune femme a accompagné les meurtriers. À l'issue de sa garde à vue, l'ex-compagne de Grégory Viard quitte la gendarmerie sans qu'aucune charge ne pèse contre elle. C'est vrai que j'ai été très déçu quand on l'a eu relâché au bout de 36 heures de garde à vue. Mais je vous rappelle que la garde à vue c'est 48 heures. Il n'est pas dit que demain on n'interroge pas à nouveau et que les enquêteurs ne se soient pas réservés 12 heures de garde à vue. Les gendarmes poursuivent leurs investigations. Et ils vont chercher qui était Viard, qu'est-ce qu'il faisait, quels étaient ses loisirs et quels étaient ses amis. Les enquêteurs localisent les individus qui partageaient les virées nocturnes du jeune plombier. Ils étudient leur parcours et effectuent de nombreuses vérifications. Patiemment, les gendarmes organisent pour le mercredi 16 janvier 2013 un coup de filet spectaculaire. Il y a un dispositif très imposant de gendarmes qui se déploie et simultanément, à 6 h du matin, qui est l'heure légale du début des interpellations, ils se présentent au domicile de plusieurs personnes et il y en a 7 qui sont aussitôt placés en garde à vue. Les interrogatoires débutent alors dans les locaux de la SR d'Amiens. Je vis là pendant toute la garde à vue avec l'espoir que cette fois-ci ça va déboucher sur quelque chose. Les gendarmes ont gardé un atout dans leur manche, un atout qu'ils vont mettre sur la table à un moment donné et qui va faire basculer les auditions. L'appel au secours d'Élodie est diffusé à chaque gardé à vue. Sur les 7, 5 vont dire la même chose, à savoir, dans les voix qu'on entend derrière les cris d'Élodie Kulik, il y a une voix, et nous, on la reconnaît cette voix, vont dire 5 personnes. Et cette voix, pour nous, c'est la voix de Willy Bardon. Willy Bardon, c'est lui. Il fait partie des gardés à vue. Connu pour sa grande amitié avec Grégory Viard, il partageait avec lui les soirées alcoolisées et la passion pour la conduite des véhicules tout-terrain. Le meilleur copain de Grégory Viard, c'est Willy Bardon. Dans les villages environnants, la population, lorsqu'elle témoigne, elle nous dit s'il était avec quelqu'un, il était avec Willy Bardon. Les gendarmes lui font écouter l'appel au secours d'Élodie. Dans un premier temps, il reconnaît, il dit « Je reconnais, c'est ma voix, mais je n'étais pas là ». Ensuite, il revient sur ses aveux en disant « Ouais, c'est une voix qui ressemble à la mienne, mais c'est pas moi. Je n'y étais pas ». Et finalement, il se rétracte en disant « Je n'étais pas là, ce n'est pas ma voix ». Malgré ces dénégations, Willy Bardon est mis en examen à l'issue de sa garde à vue pour meurtre, viol et séquestration. Il est présumé innocent. Mais qui est cet homme aujourd'hui âgé de 39 ans? Willy Bardon est un monsieur qui est assez costaud quand même, hein, qui est réputé comme étant quelqu'un d'assez vif, c'est-à-dire que la tarte peut partir rapidement, si ça va pas comme il veut que ça aille. Donc voilà, quelqu'un qui aime bien les milieux de copains, c'est-à-dire que quand il sort avec c'est entre copains, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre et on se mélange pas. L'homme a un casier judiciaire vierge. Il a tenu un temps un café. Il vit en couple, mais sa femme, comme l'ex-compagne de Grégory Viard, assure ne rien savoir. Il est tout à fait possible que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait à Élodie, qui l'ont massacré un soir de janvier 2002, d'abord ils s'en sont pas forcément vantés dans leur famille, et il est possible qu'ils aient gardé ça pour eux. Aujourd'hui, les investigations se poursuivent, notamment pour déterminer le nombre des agresseurs. Ils ne l'ont pas fait qu'à deux. Ils ne l'ont pas fait qu'à deux, ils étaient plus nombreux. Depuis la mise en examen de Willy Bardon, le témoignage d'une femme refait surface. Elle dit avoir été agressée 2 mois après le meurtre d'Élodie, dans des circonstances similaires.
On a affaire à des traqueurs, des chasseurs, des personnes impulsives, bestiales, qui font parler d'elles et qui attendent quand même un délai de 2 mois, le temps de s'assurer que l'enquête ne remonte pas vers eux. Et dans ces cas-là, on pourrait se dire, les pulsions reviennent, et puis un soir, ils se retrouvent ensemble, ils ont peut-être encore un peu bu, etc. Une victime potentielle passe à ce moment-là, et ça recommence. Dans notre première émission, nous avions évoqué plusieurs témoignages de femmes déclarant avoir été poursuivies par des hommes en voiture, des individus qui cherchaient à leur faire peur. Depuis la mise en examen de Willy Bardon, un témoignage ressort et suscite de nombreuses interrogations. Oui, une restauratrice du coin déclare 2 choses. Elle dit d'une part avoir vu le soir des faits 2 véhicules s'éloigner de la voiture accidentée d'Élodie Kulik. Elle déclare d'autre part que 2 mois après, elle-même a été poursuivie par un véhicule. Alors cette femme apporte même des détails troublants. Elle raconte avoir été prise en chasse par ce véhicule et être sortie légèrement de la route. Un homme serait alors venu ouvrir sa portière en lui criant « C'est ton tour, salope ». Elle aurait ensuite réussi à échapper à son agresseur en lui donnant un coup de poing. Elle serait repartie, aurait été de nouveau prise en chasse avant de se réfugier à un péage d'accès de l'autoroute A1. Bien sûr, il ne faut rien négliger dans une affaire comme celle-là. Tous les témoignages sont à prendre en compte. On les scrute, on les examine à la loupe. Mais je crois que celui-là, il faut prendre un peu de recul. Dans ce genre d'affaires, dans ce genre de crime assez médiatisé, il y a toujours, ça fait naître des angoisses, des peurs. Mais alors, si ce qu'elle dit est vrai, si c'est avéré, alors là, on atteint des sommets dans l'échelle de Richter de la terreur. Ça veut dire que les auteurs du viol et du crime d'Élodie étaient prêts à repasser à l'acte 2 mois après, alors qu'ils savaient que toute la région était quadrillée la nuit par les gendarmes qui faisaient des rondes, des patrouilles, des barrages routiers. Une des questions que l'on se posait déjà lors de notre première émission était de savoir s'il existait un lien entre Élodie et ses agresseurs. À l'époque, nous pensions qu'Élodie ne connaissait pas ses agresseurs, et ça semble être effectivement le cas. Pensez-vous tout de même qu'Élodie ait pu être repérée, ciblée par ses agresseurs avant de prendre la route ? Certains disent avoir vu Viard et Bardon déjeuner dans le restaurant où Élodie a dîné elle-même le soir des faits. Mais ça ne prouve rien, absolument rien. Je crois qu'Élodie a été la victime d'un malheureux hasard, ce qui a rendu cette enquête d'autant plus longue et compliquée. Élodie n'avait aucune chance d'échapper à ses agresseurs. Quand vous êtes face à une véritable meute d'individus en recherche de chair fraîche, je dirais, il n'y a pas grand-chose à faire aussi. Pour moi, ce sont des bêtes sauvages et en même temps qui arrivent à reprendre forme humaine pour mener une vie tout à fait normale. Jackie Kulik a aujourd'hui bon espoir que le meurtre de sa fille soit bientôt élucidé. Ce qui me tient, c'est ça, c'est d'arriver au bout. C'est une promesse que j'avais faite et je veux pas que ce crime reste impuni. J'ai promis ça à ma fille, à mon épouse, qui sont toutes les 2 disparues. Mais je sais que je tiendrai ma promesse. J'avais écrit il y a longtemps que les cris d'Élodie poursuivaient ses assassins jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai hâte que ce soit terminé pour eux. Parce que je vous rappelle quand même qu'ils ont quand même bénéficié de 11 ans de liberté, 11 ans de bonheur, 11 ans de Noël à fêter en famille, 11 ans de vie de famille, et que moi, depuis 11 ans, j'ai plus rien, ou pas grand-chose. Ou pas grand-chose. Maître Robiquet, bonsoir. Vous êtes l'avocat de Jackie Kulik. Vous vous battez à ses côtés depuis le début de cette terrible affaire. Je tenais à conclure cette émission avec vous pour que vous nous expliquiez quelles seront les prochaines étapes judiciaires dans ce dossier, et notamment concernant le principal suspect. Est-ce que vous pensez que la mise en examen de Willy Bardon va déboucher sur une ordonnance de renvoi devant une cour d'assises ? Nous venons de vivre la mise en examen d'un suspect qui est pour le moment, au regard du droit, présumé innocent. Donc toute l'enquête menée par le juge d'instruction va se développer à partir de maintenant et n'aboutira pas avant au moins 1 an compte tenu de ce qu'il y a à faire. Je l'espère, je le souhaite et nous nous battrons pour ça, pour une ordonnance de renvoi devant une cour d'assises. Mais vous êtes confiant ?
Nous sommes confiants. Si les gendarmes, les juges d'instruction ont attendu, ont fait preuve de patience, et nous aussi, avant cette interpellation, c'est qu'on voulait avoir des éléments que nous espérons développer et surtout que nous espérons faire aboutir à un procès public. Jackie Kulik est persuadé que les agresseurs de sa fille étaient au moins 3. Est-ce que vous partagez cet avis ? C'est une hypothèse tout à fait crédible. L'un des experts qui a écouté la bande sur laquelle sont enregistrés les appels au secours d'Élodie a cru discerner une troisième voix. Troisième voix qu'il décrit d'ailleurs comme féminine ou adolescente parce qu'elle est plus aiguë. Il y a une vraisemblance qu'il y ait eu plusieurs agresseurs, en tout cas plus de 2, compte tenu du déroulement des faits, de l'enlèvement d'Élodie, de son transport, des sorties habituelles à plusieurs de la bande d'amis entourant Grégory Viard, mais en l'état, nous n'avons pas la preuve. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir à la plaidoirie que vous prononcerez devant les jurés d'une cour d'assises ? Ça fait 11 ans que j'y réfléchis, ça fait 11 ans depuis le jour où j'ai reçu Jackie Kulik, dans la semaine qui a suivi la disparition d'Élodie. Et depuis que j'ai entendu la bande avec les appels au secours d'Élodie, j'ai toujours dit, et je le pense, que j'aurais pas grand-chose à dire une fois que les jurés auront entendu ces appels au secours. C'est trop poignant pour que l'avocat le plus talentueux fût-il puisse ajouter quelque chose de plus significatif. Merci, nous suivrons bien évidemment avec intérêt la suite de l'instruction, comme nous le faisons dans chacune des affaires que nous avons traitées. Dans les crimes non élucidés, le courage, la patience et la détermination sont autant d'armes redoutables pour lutter contre l'impunité et permettre à la justice de faire éclater les vérités. Bonsoir.